Europe 1 matin. Le club de la presse européen, mettons un peu les retraites de côté un instant et regardons vers l'un de nos voisins, disons du second cercle, la Turquie, qui vote dans 10 jours, élection générale, c'est-à-dire présidentielle, plus législative, tout ça en même temps. Et pour la première fois en 20 ans, figurez-vous que le président Erdogan est en difficulté, il n'est pas certain de l'emporter. La campagne se déroule dans une atmosphère très lourde, jusqu'en France, où lundi, des affrontements communautaires ont opposé les partisans et les opposants aux dirigeants turcs. Pourquoi il faut nous intéresser à cette élection? On en débat ce matin avec nos deux invités. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour à tous. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Mathieu Bocoté est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Pourquoi il faut s'intéresser, vue de France, aux élections turques un peu plus qu'à d'autres élections qui vont se dérouler à l'étranger, Mathieu? Je reprends la formule vue de France, c'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui avec ces élections qui se passent évidemment à l'étranger, c'est l'impact qu'ils ont sur les populations de ces origines installées dans les pays occidentaux. C'est-à-dire que quelquefois on le voit chez des populations qui peuvent être installées depuis plusieurs décennies. La diaspora turque en France, la diaspora turque, mais là je pourrais te donner d'autres exemples. La diaspora turque en Allemagne, la diaspora algérienne en France, la diaspora marocaine en France, la diaspora chinoise au Canada et en ce moment la diaspora turque en France. Ce que l'on voit, c'est que la conscience communautaire est souvent plus forte que la conscience, on va dire, nouvellement acquise de la nation où ces populations se sont installées. Et on a une reproduction dans les frontières du pays d'accueil, dans ce cas-là la France, de conflits qui normalement devraient se passer en Turquie, mais la conscience communautaire turque est plus forte que la conscience nationale administrative française. Ça, je pense que c'est le premier élément qu'on doit noter. On a sous-estimé dans nos pays, depuis une trentaine d'années, l'effet de ces diasporas sur l'organisation de la vie nationale. Je me permets de faire juste un instant le lien avec le Canada, parce que la situation est intéressante avec la Chine. Il y a un grand débat en ce moment au Canada sur le rôle de l'ingérence chinoise au moment des dernières élections fédérales canadiennes. Et on constate aussi à quel point la Chine réussit à influencer une partie importante des élites politiques, des élites académiques. Mais comment ça, justement? Quelle est la nature de ces ingérences chinoises que vous avez observées au Canada? Il y a une présence sur le territoire qui est réelle, une diaspora qui est tout à fait significative. Ensuite, il y a une volonté, il y a le signal envoyé, tel candidat pour la communauté est favorable, il est favorable aussi à Pékin. Donc là, on pousse les électeurs. Pékin dit aux ressortissants chinois... C'est tout ça par des réseaux indirects. Mais là, en disant pour qui voter. Globalement, c'est un peu ça, avec cette idée qu'il y a des candidats qui sont plus favorables à Pékin que d'autres. Donc, une volonté, et ensuite d'orienter le caucus, les caucus politiques. Ajouter à ça... Donc, c'est les primaires, en fait. Hein. Enfin, non. Quand je caucus, c'est la composition des groupes parlementaires. Ajouter à ça aussi une volonté d'influencer des réseaux, la formation des élites, des instituts, des think tanks. Donc, pourquoi je donne cet exemple? Parce que la question des diasporas, elle est centrale. Les nations occidentales croient encore une définition strictement administrative et juridique de la nationalité. Il suffit d'avoir le papier et soudainement on change d'identité. Mais ce qu'on voit avec la question des diasporas partout, et là je reviens à votre question sur la Turquie, c'est que l'identité d'origine est souvent beaucoup plus forte que l'identité administrative acquise par la nationalité, et tout ça n'est pas sans effet géopolitique, n'est pas sans effet culturel, n'est pas sans effet profond sur les pays occidentaux. C'est intéressant, Mathieu fait le lien, Yves Tréhard, avec les ingérences étrangères. Il y avait justement une commission d'enquête hier qui était l'occasion d'entendre François Fillon, qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps, sur ses liens, lui, avec la Russie. Mais s'intéresser à la Turquie, aux élections en Turquie, c'est effectivement mettre un nez dans ce sujet des ingérences turques en France, Yves Tréhard? Oui, d'une certaine façon, on l'avait déjà constaté aux précédentes élections, d'ailleurs, où il y avait eu des... Emmanuel Macron avait dit, justement, il y avait eu des manifestations, des meetings organisés, notamment en Alsace, qui étaient des meetings géants, dans lesquels des discours très anti-français et anti-occidentaux avaient été tenus. Alors pourquoi s'y intéresser? Pour deux raisons principalement. La première, c'est que vous savez que l'islam est la deuxième religion en France. Et les Turcs n'y sont pas pour rien, puisqu'on ne sait pas combien ils sont. On ne sait pas s'ils sont 1 million, 2 millions, peut-être plus. Oui, selon qu'ils sont de première, deuxième ou troisième génération. D'autres sont turcs seulement, d'autres ont la nationalité française. Et ils pèsent énormément dans l'organisation du culte musulman en France. Beaucoup plus que par le passé, parce que la communauté turque en France a grandi, a grossi à la faveur de la mondialisation et de l'ouverture des frontières, notamment en Turquie. Et donc, vous avez un poids des Turcs qui est très, très important. Deuxième raison, c'est que les Turcs de l'étranger sont organisés avec une organisation qui est extrêmement fondamentaliste, qui s'appelle Miligorus, qui a été fondée en Allemagne dans les années 60 par un monsieur qui s'appelle Erbakan, qui a été d'ailleurs Premier ministre dans son pays après, qui est une espèce de mentor, d'ailleurs, qui a été le mentor de Erdogan,
dans les années à la fin du XXe siècle. Et C'est une confrérie aujourd'hui, religieuse, hein, Miligorus, tendance Miligorus, frères musulmans un peu. Hein. très proche des frères musulmans même, et qui, en Allemagne, fait la pluie et le beau temps, et qui, en France, est aussi très présente via justement toutes les associations turques en France, et notamment en Alsace, puisqu'ils étaient et ils sont derrière la construction de mosquées à Strasbourg et à Mulhouse, de projets de mosquées dans ces deux villes Ah bon, on se rappelle, il y alsaciennes. avait eu 2 ans une polémique, la mairie Polémique de importante, Strasbourg. puisque la mairie avait Oui. voulu même subventionner et ajouter au pot pour la construction d'une mairie, Oui. d'une mosquée qui était énorme. Mais- Il y a une deuxième raison Oui. aussi pour laquelle il faut s'intéresser, et ça, il ne faut pas le nier complètement, enfin, il ne faut pas le nier ô combien, c'est que la Turquie, c'est un pays charnière, je dirais, dans la géopolitique, et notamment dans la géopolitique entre l'Orient et l'Occident. Et ce pays, qui était depuis 20 ans dirigé par un satrape, puisque c'est devenu un satrape extrêmement radical, anti-occidental, et qui a mis son pays par terre, parce qu'il faut quand même l'ajouter, on le dit jamais ça, mais il est tellement radical et populiste aussi dans sa façon d'être sur le plan économique. Vous parlez du président Erdogan, hein, je Mais c'est rappelle. que le président Erdogan a mis son pays complètement par terre. Il y a une inflation démente. Le niveau de vie a baissé considérablement. La Turquie s'est effondrée, alors que la Turquie était vraiment Oui. un phare, je dirais, des pays émergents dans les années 2000. Et donc aujourd'hui, eh bien, ce président pourrait être battu, ce qui tournerait peut-être, je dis bien peut-être, c'est pas sûr, une page, évidemment, dans cette région du monde et dans les relations avec, avec l'Europe. Alors j'évoquais, Mathieu Bocoté, ces affrontements communautaires qui ont été observés à Marseille dans la journée de lundi, parce que les bureaux de vote pour la diaspora ont déjà ouvert. Et c'est ça qu'on voit en fait, ce sont des affrontements politiques sur le sol français, exportés depuis la Turquie. C'est la faiblesse d'Erdogan que l'on voit à travers ces bagarres entre ses partisans et ses opposants. C'est moi la faiblesse d'Erdogan. Je crois que j'y reviens parce que ça me semble fondamental. La prédominance du sentiment communautaire d'origine sur le sentiment national administratif. Je pense que ça, c'est l'élément central. Ensuite, il ne faut pas sous-estimer. Rappelez-vous, il y a quelques années, je pense que c'était 3-4 ans, Le Point avait sorti un numéro particulier sur la Turquie d'Erdogan. Eh bien, il faut se rappeler que les kiosques qui affichaient la une du Point avaient été attaqués par des partisans d'Erdogan en France. En France. Faut pas l'oublier. Faut pas oublier non plus Erdogan qui, lorsqu'il parlait aux Turcs d'Europe, disait c'est un crime contre l'humanité que de vous assimiler. Donc une volonté consciente chez Erdogan, mais pas seulement. On peut s'attendre. Je veux dire, si Erdogan est battu, je ne suis pas certain que son successeur aura une vision tout autre du monde, quoi qu'on en dise. Ce sera un autre homme qui gouvernera. Je ne suis pas certain que ce sera une philosophie absolument différente qui prendra le Ce pouvoir. sera peut-être un peu plus aimable. Oui, disons. oui, un peu plus aimable. C'est une manière comme une autre d'être optimiste. Mais ce qu'on voyait, il a fait ce message lancé, ne vous assimilez pas. Soyez d'abord fidèles à la logique impériale et nationale turque. Donc si on n'est pas capable de comprendre qu'aujourd'hui la question des diasporas, elle est absolument centrale dans les pays occidentaux, que nous voyons l'effet ici encore une fois de l'échec de l'intégration dont on parle de mille et une manières, échec de l'intégration plus diaspora, plus effet de nombre, plus politique impériale de la part d'un homme, Erdogan, qui n'est pas exactement un démocrate, prenez tous ensemble, et ce sont les moyens d'une politique de déstabilisation à court ou moyen terme. Je ne dis pas que nous y sommes, mais les tensions que vous évoquez, c'est un indice de plus de ce que Fourquet pouvait appeler la France archipélisée, mais dans le cas présent, c'est surtout la France qui devient terrain d'affrontement pour un conflit qui n'était pas le sien. Oui. C'est aussi, vous l'avez rappelé, Yves Tréhard, la Turquie, une puissance géopolitique. Erdogan qui serait battu aux élections qui arrivent dans 10 jours. Ce serait quand même un séisme, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Alors, deux questions se posent. D'un, quitterait-il le pouvoir en bon ordre? Accepterait-il le jeu démocratique des élections? C'est la question qui se pose. Je ne pense pas que vous ayez la réponse plus que moi, hein, mais elle se pose. Et puis, derrière, que se passerait-il peut-être dans est-ce qu'on peut envisager une période de trouble dans un pays important, hein? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un membre éminent de l'OTAN qui fait un peu la pluie et le beau temps, notamment il fait chantage à l'entrée de la Suède, par exemple. Quelques 90 millions d'habitants. Alors il faut dire une chose, c'est que l'élection présidentielle sera doublée d'élections législatives. Donc ça veut dire que c'est un rendez-vous capital et que le président sortant des urnes, devra aussi avoir une majorité à l'Assemblée. Et si vous imaginez qu'il y a un nouveau président, mais qu'il est bloqué par une majorité qui soit du parti de l'AKP, c'est-à-dire le parti d'Erdogan, ça compliquerait les choses. Si les islamistes de Erdogan sont chassés du pouvoir, eh bien, ça voudra quand même dire qu'une page se tourne. Mais attention,
il y a deux Turquies, comme il y a deux Amériques. Vous avez la Turquie des grandes villes, qui est une Turquie, quoi qu'on dise, assez occidentalisée quand même, c'est-à-dire Istanbul, Ankara, je vous invite à y aller, vous verrez, vous avez parfois l'impression d'être à New York ou à Paris, et donc c'est assez occidentalisé. Mm. Et vous avez la Turquie de l'Anatolie, la Turquie profonde, qui elle, est beaucoup plus conservatrice d'une certaine façon, et je suis pas sûr que, si vous voulez, ces deux Turquies se concilient sur le plan politique. Et ça, il faut jamais l'oublier, parce qu'il faut toujours aller dans la nuance des scrutins.